Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire consacré aux enjeux éthiques du parcours de soins des patients jeunes atteints de maladies neuroévolutives, donc dites MNE. Ce webinaire qui fait suite à une étude qui a été menée par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté en 2020-2021 dans le cadre de sa mission d'observatoire des pratiques au regard de l'éthique. Et alors en fait, le pré-projet de l'étude et les échanges avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté avaient déjà commencé fin 2019. L'espace éthique était alors sous la direction du professeur Régis Aubry. Et cette étude, elle s'inscrivait dans le cadre du plan maladies neurodégénératives, PMND, qui a été mis en place en France entre 2014 et 2019. Et dans le cadre en fait de ce plan national, il y a des assises en fait régionales qui ont eu lieu à Dijon en septembre 2018 et lors desquelles en fait la prise en charge et l'accompagnement des patients jeunes atteints de maladies neuroévolutives ont fait l'objet de nombreuses discussions et en fait sont apparus comme un sujet de questionnement éthique majeur chez les professionnels. Et c'est dans ce contexte et avec le soutien donc, financier de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté que nous avons souhaité étudier au sein de la région les questions éthiques soulevées dans le parcours de soins des patients jeunes atteints de maladies neuroévolutives, tant du point de vue des patients, mais celui aussi des proches et des professionnels. Et donc, c'est grâce au soutien financier de l'ARS, c'était une étude qu'on a cofinancée Espace Éthique et ARS, mais ARS que je tiens à nouveau à remercier, nous avons pu recruter donc 2 jeunes diplômés sociologues à qui nous avions confié la réalisation de l'enquête de terrain, celle qui s'était occupée de la partie méthodologie et réalisation des entretiens. Le rapport d'étude, lui, a été diffusé en mars dernier. Et puis, c'est donc Anaïs Sampers, qui est chargée de mission à l'Observatoire à l'espace éthique, qui s'est vu confier la valorisation des résultats de cette étude, et notamment par le biais de ce webinaire ce soir. Donc, l'objectif précisément de ce webinaire sera de présenter les résultats issus de ce travail de recherche et puis d'en discuter avec les acteurs de terrain concernés. Et avant de leur passer la parole, je remercie encore aussi sincèrement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette étude. On parle toujours des enquêtés, des personnes qui ont accepté les entretiens. Donc, un grand merci. Et puis, un grand merci donc, à nos intervenants de ce soir pour leurs éclairages. Alors, intervenants que je vais vous présenter, ça va vous expliquer un peu le déroulé. Donc, tout d'abord, on va entendre pour la partie résultats Anaïs Sampers, qui fera une présentation thématique des résultats de l'étude. Ces résultats seront discutés et étayés par donc, le docteur Cécile Besset, qui est médecin à l'unité de soins palliatifs au CHU de Besançon, le docteur Sophie Affen, qui est psychiatre au Centre Mémoire Ressources Recherche, donc le CM2R au CHU de Besançon. On entendra également, attendez, ma petite diapo n'avance pas, donc voilà. On entendra également Odile Jeunet, qui est représentante de l'association France Alzheimer du Doubs. Nous avons la chance d'avoir 3 personnes pour la partie domicile avec la FEDOSAD de Dijon. Donc, Héloïse Cogéou, qui est professionnelle intervenante donc, à domicile dans le cadre des dispositifs ESA et MNE. Eugénie Aymar, qui est psychomotricienne, dans le cadre aussi de ce même dispositif. Et Géraldine Terrat, qui est directrice du pôle domicile à la FEDOSAD. Nous avons la chance aussi d'avoir avec nous le professeur Éloi Magnin, qui est neurologue, médecin coordonnateur du Centre Expert Parkinson et du CM2R au CHU de Besançon. Et enfin, le professeur Thibaut Moreau, alors qui n'est pas là tout de suite, mais qui va nous rejoindre en cours d'ici une petite demi-heure. Le professeur Thibaut Moreau, donc, qui est lui neurologue, médecin coordinateur du Centre de ressources et compétences sclérose en plaques Bourgogne-Franche-Comté, du Centre Expert Parkinson Bourgogne et du Centre de compétences de l'atrophie multisystématisée au CHU de Dijon. Et donc, enfin, pour animer les échanges, nous entendrons le docteur Sandra Frache, qui est pédiatre, qui est responsable de l'équipe ressources régionales soins palliatifs pédiatriques au CHU de Besançon et qui est donc la co-directrice de l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté. Pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en direct donc dans l'onglet Q&R qui est en bas de votre page. Et tout de suite, donc, je passe la parole au docteur Agnès Mélier, qui est médecin référent régional pathos à la direction de l'autonomie à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté pour un rapide propos introductif.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser la parole. Je suis très honorée en fait de participer à ce webinaire avec vous. Ce soir, je représente en fait la direction de l'autonomie pour l'Agence régionale de santé puisque Damien Patrian n'a pas pu se libérer. Je souhaite rapidement vous rappeler là le contexte et les enjeux de cette étude que l'ARS a souhaité et soutenue. Alors, vous connaissez bien sûr l'enjeu sociétal majeur au regard de l'évolution démographique des prochaines années que représentent les maladies neuroévolutives. Et si l'incidence de ces pathologies augmente avec l'âge, elles peuvent apparaître aussi précocement et pour certaines, à l'image de la sclérose en plaques, parfois vers la vingtaine, avec tous les enjeux que cela va représenter. Donc, quelques données quand même au niveau du SNIRAM, hein, des données de l'assurance maladie tout régime en France en 2019. Pour rappel, on estime à plus d'1,1 million les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et apparentées, dont 760 000 prises en charge en ALD pour démence, dont maladie d'Alzheimer. Elles sont accompagnées au moins de 2 millions d'aidants. Près de 10% d'entre elles concernent des moins de 65 ans. Pour la maladie de Parkinson, ce sont 271 600 personnes prises en charge en ALD sur la même période, dont 12,5% ont moins de 65 ans. Pour la sclérose en plaques, c'est 115 000, un peu plus de 115 000 personnes prises en charge en ALD, et cette fois près de 80%, évidemment, ont moins de 65 ans. À l'échelle de la région, pour la Bourgogne-Franche-Comté, tout régime confondu, en 2017, nous avons près de 5 500 patients jeunes, entre guillemets, données prises sur Carto Santé. Et si on veut un peu plus de détails, ces patients de 41 à 64 ans pris en charge en ALD, 674 le sont pour une pathologie d'Alzheimer ou maladie apparentée, 1538 pour Parkinson et un peu plus de 3263 pour une sclérose en plaques. La gravité et l'impact de ces pathologies sur la qualité de vie et le quotidien des personnes atteintes, mais aussi de leurs proches ou de leurs aidants, nécessitent un accompagnement intense aux différentes étapes de la maladie et d'autant plus diversifié, singulier et spécifique que le patient est jeune. Donc non seulement son parcours de santé va être impacté par la maladie, mais plus globalement toutes les dimensions familiales, sociales, scolaires et professionnelles de son parcours de vie, selon la précocité d'apparition de la pathologie. Du coup, selon les classes d'âge, les mêmes problématiques ne seront pas appréhendées de la même manière et les notions de responsabilité, d'autonomie, d'indépendance, de choix de vie, de réussite doivent être réinterrogées sous l'angle éthique et à chaque étape du parcours de soins proposé. La réflexion et les actions menées doivent permettre au patient et à ses proches de rester dans la vie en lien avec son entourage et que cette vie ne se résume pas à la maladie. Alors cette problématique malade jeune, minoritaire en nombre, est souvent oubliée et a peu été traitée dans les divers plans Alzheimer et pathologies neurodégénératives, en particulier dans le plan 2014-2019, même si des expérimentations d'accueil spécifiques ont pu être menées sur différentes régions. Pourtant, l'enjeu est d'importance, on l'a vu. Donc, en région, depuis 2014 environ, une réflexion a été menée afin d'identifier, mieux connaître ces patients jeunes, proposer des solutions afin qu'ils restent acteurs de leur parcours de vie aussi longtemps que possible. Et on l'a abordé déjà tout à l'heure, là, dans l'introduction, l'ARS et le RESEDA, le réseau des maladies neuroévolutives de la région, ont organisé en 2018 les assises régionales et éthiques et maladies neuroévolutives. Et à l'occasion de ces assises, ont pu être mis en évidence déjà ces questions de nature éthique qui se posent dans le cadre de ces maladies, le respect de l'autonomie d'une personne souffrant de maladies neuroévolutives, les conflits de valeurs qui émergent au cours de l'accompagnement, la difficulté de l'anticipation et la temporalité des décisions et des valeurs de l'accompagnement, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, diverses solutions spécifiques malades jeunes ont notamment été mises en place par l'ARS en lien avec divers partenaires sur tous les départements. Je ne citerai que quelques-unes d'entre elles. Les plateformes de répit aidant, au nombre de 12. Elles interviennent dans le champ du grand âge, des maladies neuroévolutives et du handicap. Elles proposent en lien avec divers partenaires, dont les associations d'usagers, des solutions de suppléance et de relayage au domicile avec remplacement de la personne aidée auprès du patient, jour ou nuit,
jour et nuit parfois, ainsi que des haltes répit spécifiques malades jeunes porteurs de maladies neuroévolutives. Propose aussi des activités collectives. Bientôt, il y aura des séjours répit et un accompagnement spécifique des jeunes aidants. On a également des interventions au domicile spécifiques maladies neuroévolutives, encore une fois, qui sont là portées par les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, et qui ciblent ces patients jeunes. Ce sont ce qu'on appelle les équipes ESA ou les équipes spécialisées maladies neuroévolutives. ESA pour spécialiser Alzheimer. Des actions, enfin, d'éducation thérapeutique sont proposées, à la fois pour les maladies de Parkinson et pour les scléroses en plaques, ainsi que des actions de formation spécifiques auprès des professionnels au repérage des premiers signes et aux caractéristiques de la maladie, notamment chez le sujet jeune. Alors, au-delà de ces actions, des solutions restent à imaginer et à mettre en œuvre, comme des lieux de proximité permettant une fluidité domicile-institution, dedans, dehors. Des expérimentations sont portées, comme celle des jardins de l'Estime. Il y a d'autres expérimentations encore, mais je ne vais pas toutes les citer. Dans le cadre du plan national développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie 2021-2024, ces problématiques spécifiques patients jeunes devront être intégrées. Et enfin, le déploiement de la prochaine feuille de route maladie neuroévolutive devrait, sur la base d'un état des lieux de l'offre actuelle, permettre de favoriser par diverses actions la préservation des liens sociaux, le maintien dans l'emploi, de valoriser les structures d'accueil déjà existantes et d'identifier des unités labellisées malades jeunes, de développer encore la formation des professionnels impliqués, de promouvoir des structures personnelles ressources sur les territoires. Il est aussi indispensable de soutenir les équipes, les professionnels dans leur questionnement éthique quotidien, de l'annonce du diagnostic jusqu'à la fin de vie. C'est l'objectif poursuivi là et la réflexion encore approfondie aujourd'hui grâce à l'étude présentée ce jour, réalisée par l'espace de réflexion éthique. Voilà, je vous redonne donc la parole pour la présentation de cette étude. Merci à tous. Merci à vous pour pour ce petit mot introductif. Donc moi, je vais reprendre au niveau de la présentation donc, de l'étude. Donc une étude qui a été menée dans le cadre de la mission Observatoire des pratiques au regard de l'éthique de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et qui a été menée donc de septembre 2020 à l'automne 2021 et qui a donc porté sur les questions éthiques qui se posent dans le parcours de soins des patients jeunes atteints de maladies neuroévolutives, donc avec le soutien financier de l'ARS BFC. Avant de démarrer la présentation, je vais revenir sur deux petites précisions. D'une part, comme l'avait précisé Aurélie au début, je n'ai pas moi-même mené cette étude. Ce sont donc Ophélie Bannereau et Cécile Ferry, les deux sociologues recrutés dans le cadre du financement apporté par l'ARS qui l'ont menée. Et puis, la présentation des résultats ne sera pas exhaustif puisque nous avons fait le choix d'en sélectionner une partie. De même, je vais m'attarder assez peu sur la méthodologie et donc je vous invite à consulter l'intégralité du rapport sur notre site internet. Avant d'aller plus loin, peut-être un petit point de terminologie à propos du terme de maladie neuroévolutive. Finalement, qu'est-ce qu'une maladie neuroévolutive? Donc, les MNE, donc maladie neuroévolutive, on appellera MNE tout au long de ce webinaire, ça sera plus simple. Donc, ce sont des affections qui touchent le système nerveux de manière localisée et qui entraînent donc des symptômes divers, troubles de la motricité, de l'équilibre, du comportement, de la cognition. Elles sont très souvent invalidantes et pour la plupart dépourvues de traitement curatif. Alors, on entend parfois parler de maladies neurodégénératives. Alors, neurodégénératives, neuroévolutives. Eh bien, en fait, auparavant, les MNE étaient appelées donc des maladies neurodégénératives. Et c'est lors des débats qui ont eu lieu dans le cadre du plan maladie neurodégénérative que c'est le terme de maladie neuroévolutive qui s'est imposé. Alors, pourquoi? Parce que là où la dégénérescence, elle annonce une succession de pertes, l'évolution, elle décrit une série d'événements inattendus, un sens qui est plus proche de la réalité vécue par les personnes qui en sont atteintes.
Donc, concernant la méthodologie de l'étude, donc c'est une étude qualitative qui a pour objectif donc d'appréhender les questionnements éthiques qui se posent dans le parcours de soins des patients jeunes souffrant de maladies neuroévolutives selon donc différents points de vue, celui des patients, celui des proches, mais aussi celui des professionnels impliqués donc dans le parcours de soins du patient. La population étudiée, ce sont donc des patients jeunes. Donc, quand on parle de patients jeunes, on parle de patients qui ont entre 18 et 60 ans. Alors, pourquoi cette fourchette d'âge? Eh bien, parce qu'elle correspond à des individus majeurs qui ont pour la plupart une activité professionnelle, une vie familiale, sociale, des loisirs. Et il s'agit d'une période spécifique de la vie pour laquelle les questions éthiques dans le parcours de soins se révèlent un petit peu plus particulières. Et en plus, ces questions sont peu développées dans la littérature, puisque souvent, ce sont des maladies qui sont rattachées à des questionnements concernant le processus de vieillissement. Et puis, nous avons ciblé donc 5 pathologies qui peuvent se déclarer aux critères d'âge retenus afin d'appréhender donc une diversité de vécus. Et donc, on s'est plus particulièrement intéressé aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie de Huntington et puis de la sclérose latérale amyotrophique. En ce qui concerne la population d'enquête, ou du moins les populations d'enquête, puisqu'il y a eu donc les patients, hein, donc avec les critères que je vous ai expliqués précédemment, les proches, donc les personnes identifiées comme proches aidants par les patients ou par les professionnels de santé, et puis donc les professionnels, donc les acteurs qui exercent dans les secteurs sanitaires, médico-social et associatifs et qui interviennent dans le parcours de soins des jeunes patients atteints de MNE. Le recueil des données s'est effectué donc par entretien semi-directif, c'est-à-dire qu'on avait un guide d'entretien avec des thématiques à aborder lors de ces entretiens. Et ils ont été réalisés en 3 temps. Dans un premier temps, auprès des neurologues rencontrés au sein de centres hospitaliers universitaires de la région. Alors pourquoi? Parce que les CHU sont des lieux dans lesquels on trouve les centres de référence malades jeunes, ainsi que les centres experts, qui sont donc des espaces où les diagnostics de MNE sont posés par les neurologues. Donc les patients jeunes y sont souvent directement orientés par leur médecin généraliste. Et en plus, ce sont des lieux qui établissent des liens avec d'autres structures, ce qui a donc permis d'obtenir davantage de contacts pour réaliser des entretiens avec d'autres professionnels par la suite. Ensuite, les entretiens, ils ont été poursuivis auprès des structures médico-sociales intervenant au domicile des patients, se trouvant dans des territoires excentrés des villes, afin vraiment de saisir les problématiques qui peuvent se poser à la fois au domicile du patient et en milieu rural. Et puis enfin, les professionnels rencontrés lors de la première phase d'entretien, ils ont permis une mise en relation avec des patients et des proches. Donc, le terrain d'enquête s'est constitué de 7 établissements de santé, dont 4 centres experts, 3 associations de patients, hein, dont 2 qui étaient départementales, et puis 2 services à domicile, dont une équipe spécialisée Alzheimer. Je vous invite à regarder le rapport d'étude si vous souhaitez plus de précisions sur ce terrain d'enquête. En ce qui concerne les résultats de l'étude, donc il y a 49 entretiens qui ont été réalisés, 37 entretiens auprès des professionnels qui exercent majoritairement dans le secteur sanitaire, avec vraiment une diversité de professions interrogées, puisqu'il y a eu des neurologues, des psychologues, des aides-soignants à domicile, des généticiens, des assistants de service social, des présidents d'associations. Donc, c'est assez divers. Il y a eu donc 8 patients atteints de 4 des 5 pathologies retenues dans cette étude, donc 3 atteints de sclérose en plaques, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, 2 patients atteints de la maladie de Parkinson et 2 atteints de la sclérose latérale amyotrophique. Et puis 4 proches, donc entretien auprès de 3 conjoints de patients interrogés et puis le conjoint d'une patiente décédée de la maladie de Parkinson. Avant d'aller plus loin dans les résultats de l'étude, je tiens juste à vous présenter 2 limites à l'enquête dont on va vous exposer les résultats. D'une part, c'est le fait que les enquêtrices, elles ont rencontré des difficultés dans le recrutement de patients jeunes atteints de MNE et de leurs proches, hein, pour plusieurs raisons. Déjà, il s'est avéré compliqué pour les professionnels de les mettre en contact avec leurs patients.
Il y a aussi beaucoup de non-réponses des personnes contactées. Et puis surtout, la nécessité d'avoir une capacité de concentration pour réaliser l'entretien, elle a compliqué le recrutement de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et puis elle a conduit à l'absence de patients atteints de la maladie de Huntington, puisque l'évolution rapide de la pathologie, qui entraîne donc une succession de pertes, rend alors difficile la réalisation d'entretiens. Donc, ces difficultés, elles ont entraîné, comme vous avez pu le voir, un déséquilibre entre le nombre d'entretiens réalisés avec les professionnels et ceux réalisés avec les patients et leurs proches. Et puis, elles ont aussi rencontré une difficulté dans l'investigation de la prise en soin en milieu rural, là plus particulièrement en raison des critères d'âge retenus, ce qui fait que les professionnels interrogés, ils vont exercer principalement leur activité au sein des centres hospitaliers universitaires de la région. Donc, en termes de résultats, on distingue vraiment 3 grandes thématiques rencontrées successivement au cours du parcours de soins des patients jeunes qui questionnent d'un point de vue éthique. Donc, on a le diagnostic de MNE, la préservation des liens sociaux et puis la fin de vie. Donc, les résultats, ils vont présenter les difficultés énoncées par les enquêtés pour ensuite faire émerger des questionnements éthiques. Et les regards, dans ce que je vais vous présenter, ils vont être croisés entre les vécus des professionnels, donc en nombre conséquent, comme je vous l'ai dit, des patients, mais également de leurs proches. Petit rappel du format de ce webinaire. Donc, après chaque grande partie thématique que je vais vous présenter, je m'arrêterai pour qu'on puisse avoir une discussion avec nos intervenants. Donc, les échanges, ils se feront vraiment tout au long de la présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous faire part de vos remarques dans l'onglet Q&R qui est donc géré par notre modératrice, le docteur Sandra Frasch. Donc, première grande thématique qui concerne donc le diagnostic de MNE, donc un diagnostic qui est parfois précoce chez le sujet jeune, alors soit parce qu'il se réalise dans le cadre d'un dépistage qui peut être fait dans le cadre d'une forme familiale ou d'une maladie héréditaire, puisque pour les maladies à début tardif, il est possible de recourir au diagnostic pré-symptomatique, donc au DPS, encadré par la loi, afin de connaître son statut génétique avant l'apparition de symptômes. Et donc, les tests, par contre, de plus en plus précis, ne permettent toutefois pas d'émettre un pronostic quant à la variabilité d'expression de la maladie ni sa survenue. Ils engendrent une relation clinique nouvelle et complexe qui interroge donc à la fois la pratique médicale, mais aussi l'identité des personnes qui consultent. Et dans le cas des MNE, la médecine, elle se retrouve confrontée à un paradoxe, c'est prédire plus ou moins longtemps à l'avance l'apparition de symptômes pour lesquels il n'existe pas encore de mesures curatives ou préventives à proposer donc après sa réalisation. Et un des risques, c'est que la possibilité d'accéder au savoir du DPS, elle enferme plutôt qu'elle ne libère. La dimension familiale de cette maladie, elle peut entraîner des conflits moraux pour le patient, ainsi qu'une injonction à connaître son statut génétique, qui est considéré comme un devoir de responsabilité dans un contexte de risque de transmission de la maladie à la descendance. Mais le savoir produit par le diagnostic est incertain. Et à l'issue des tests, les personnes porteuses de la mutation, elles devront donc composer avec la vision de leurs apparentés malades et les angoisses que cela engendre, avec notamment la peur de transmettre la maladie à sa descendance. Ce dépistage il peut aussi être réalisé suite à la plainte d'un patient, puisque le processus pathologique à l'origine d'une MNE, il commence vraiment plusieurs années avant que les symptômes de la maladie ne deviennent apparents. Et on sait aujourd'hui détecter une maladie cognitive avant la perte de l'indépendance, donc au travers de divers examens plus ou moins invasifs pour la personne qui doit les réaliser. Donc les recherches, elles outillent aujourd'hui les cliniciens de biomarqueurs qui sont le témoin de la maladie avant que cette dernière n'apparaisse. Et c'est le cas notamment de la maladie d'Alzheimer, qui est initialement une maladie biologique du cerveau où les signes cliniques ne sont que des complications assez tardives d'une maladie qui évolue depuis 10 à 20 ans. Et il est aujourd'hui possible, en partant de la plainte d'un patient, de la diagnostiquer avant même que cette maladie ne soit suffisamment avancée pour avoir un réel impact sur l'autonomie de l'individu qui présente la plainte. Et puis enfin, ce diagnostic précoce, il peut aussi être fait suite à une découverte fortuite au décours d'un examen pour une toute autre raison.
Donc, ces situations, elles vont créer des tensions chez les professionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'annoncer un diagnostic précoce d'une maladie incurable à des patients jeunes étant encore en activité professionnelle, qui ont une famille et parfois des enfants en bas âge. Donc, les questions qui vont être soulevées d'un point de vue éthique, c'est donc cette annonce de la maladie par le médecin, qui est un droit de la personne et un devoir encadré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puisque lors d'une consultation d'annonce, le médecin il va être tiraillé entre son savoir, l'intérêt du patient et la loi. Il se doit vraiment d'informer le patient de manière claire sur la nature de sa maladie, son évolution, ses conséquences possibles en termes de pertes successives, sans pouvoir prédire avec certitude la vitesse d'évolution de la maladie et en évoquant l'absence à l'heure actuelle de traitement curatif. Donc se posent les questions du pourquoi, du comment dire, de l'utilité de délivrer trop tôt un diagnostic potentiellement anxiogène à des patients jeunes, sachant donc qui sont aussi très non symptomatiques et sachant que le savoir produit par les tests génétiques est incertain. Il s'agit donc d'évaluer les bénéfices, les risques pour le patient dans une optique de non-malfaisance. Ensuite, il y a une tension entre la liberté du patient à connaître son statut génétique et aussi l'impératif de transmission de l'information à sa dépendance, puisque la révision des lois de bioéthique en 2011, elle incite fortement la diffusion de l'information à la descendance, si possible par le malade, ce qui peut parfois engendrer un sentiment de culpabilité si le malade ne le souhaite pas. Et puis enfin, certains professionnels, ils peuvent être en situation de tension éthique lorsqu'ils sont face à des patients qui connaissent la maladie, qui savent quelle sera son évolution dans le futur. Et donc, si le patient exprime de manière précise ce qu'il souhaite, eh bien, cela peut parfois être en inadéquation avec les possibilités thérapeutiques auxquelles ont accès les professionnels ou avec les impératifs moraux, notamment lorsqu'un patient demande à mourir, par exemple. A contrario de ce que je viens de vous dire, l'étude elle a également montré que beaucoup de MNE étaient diagnostiqués à des stades déjà très avancés. Le diagnostic de patients jeunes, en fait, il est souvent tardif parce qu'en fait, il est jugé hors norme puisque les symptômes décrits par les patients ne correspondent pas en fait aux critères diagnostiques classiques de la maladie chez un sujet plus âgé. Donc, la plupart du temps, les MNE chez le sujet jeune, ils s'inscrivent dans un parcours complexe où en fait le patient, il doit avant tout réussir à se faire entendre et à être cru dans ce qu'il perçoit comme anormal. Et lorsque les premiers troubles font leur apparition, les médecins, ils évoquent souvent une étiologie psychiatrique avant de penser à une maladie neurologique, souvent un diagnostic de dépression ou de souffrance au travail, ce qui occasionne une mauvaise orientation dans le parcours de soins. Et selon les professionnels de santé, la pose du diagnostic de MNE par le neurologue, elle est en réalité souvent une révision d'un diagnostic erroné posé précédemment ou alors la reconnaissance d'une maladie chez une personne qui était considérée jusque-là comme non malade malgré la plainte. Donc souvent, les professionnels rencontrent des patients jeunes en situation d'errance et en souffrance psychologique à cause du retard de diagnostic. Et cette errance, elle va les exposer à une perte de chance, aussi bien au niveau de la santé, avec une évolution clinique péjorative, au niveau de l'adaptation de l'environnement du patient, mais aussi dans la préservation de son insertion en société. Et donc, ce que nous, on peut soulever, c'est que cette pose du diagnostic de MNE, pour des patients jeunes, elle va soulever de véritables tensions dans le sens où celle-ci, elle est souvent réalisée soit trop tôt, soit trop tard. Il y a donc un véritable enjeu de reconnaissance de ces troubles chez le patient jeune afin de permettre l'accès aux droits et à la prise en charge aussi nécessaire. Jusqu'alors, je vous ai donc parlé de la pose du diagnostic. J'aimerais, avant de laisser la parole aux intervenants, faire un petit focus sur l'annonce diagnostique, puisque l'annonce d'une maladie, ça marque vraiment une rupture sociale et ça génère donc de la violence, des déséquilibres. C'est donc un moment crucial pour le patient, mais c'est aussi également un moment crucial pour le professionnel de santé, puisque la qualité de l'annonce et les informations qui seront données aux patients, elles vont déterminer la relation avec l'équipe de soins
qui, pour un patient jeune, s'inscrira donc dans un temps long. Et si les professionnels, ils insistent dans les entretiens, donc dans la nécessité d'une annonce diagnostique de qualité, ce moment, il est en fait toujours terrible pour les patients qui l'abordent de façon très douloureuse dans les entretiens. Tous les patients se rappellent vraiment avec précision le contexte dans lequel ils ont appris ou ils ont deviné leur maladie. Et ils font d'ailleurs part d'une forte insatisfaction quant aux conditions qui entourent cette phase diagnostique et l'annonce de leur pathologie. Pour eux, ce diagnostic, il est évoqué souvent trop rapidement. Ils soulignent le ressenti d'une annonce qui est bâclée après une phase trop longue d'investigation durant souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils nous ont aussi parlé d'un manque d'humanité des professionnels qui sont perdus comme dénués d'empathie et ils décrivent un fort sentiment d'abandon durant la phase diagnostique. Et puis enfin, ils dénoncent aussi une approche qui est trop formelle, impersonnelle, mais aussi trop médicale, avec la mise en place de traitements pour pallier aux symptômes de la maladie, alors que celle-ci va venir impacter au fil du temps une multitude de champs de la vie quotidienne. Donc après l'annonce de la pathologie, les patients ils dénoncent un sentiment de travail terminé de la part des neurologues ayant produit le diagnostic sans pouvoir proposer une guérison complète et définitive. Et puis, deuxième partie concernant donc cette incertitude évolutive des MNE, avec notamment, excusez-moi, cette incertitude qui va vraiment compliquer l'annonce, puisque c'est le facteur le plus compliqué à gérer, tant pour le patient que pour le médecin, parce qu'il nécessite en permanence d'adapter son discours. Et une pathologie sur 5, elle a retenu, elle est particulièrement marquée par cette incertitude, c'est la sclérose en plaques, puisque c'est une maladie qui est couramment diagnostiquée chez l'adulte jeune, voire très jeune, contrairement aux autres MNE, qui est incurable et qui, lorsqu'elle est qualifiée de réminitante, elle a une évolution totalement incertaine, avec des symptômes variables d'un patient à un autre en fonction des zones atteintes. Et donc cette incertitude, elle va générer de l'angoisse chez les patients. Et donc l'enjeu pour le professionnel, c'est d'informer sur les possibles évolutions de la maladie afin de permettre aux patients de s'adapter à la maladie et de prévoir leur futur, donc sans émettre de prédictions médicales qui pourraient s'avérer dévastatrices en plus d'être inexactes. Le positionnement du professionnel, il va être donc entre informer, prévoir, maintenir l'espoir, ce qui permet donc aux patients de s'adapter à la maladie tout en continuant ses projets de vie. Cette annonce d'une MNE, elle représente donc pour le patient une double sentence. D'une part, il va apprendre qu'il est atteint d'une maladie inéluctablement dégradante, et d'autre part, il fait face à une incertitude du médecin quant à l'évolution de sa pathologie dans le temps. Donc, d'un point de vue éthique, il y a deux aspects qui méritent une attention. Le fait d'intégrer donc la notion d'espoir qui permet de mettre en dialogue le principe d'autonomie et le principe de bienfaisance et de non-malfaisance dans la communication pronostique, puisque le thème de l'espoir nous montre de quelle manière ces deux principes peuvent agir en accord et comment, grâce à une intention bienfaisante, l'autonomie du patient jeune peut être préservée. Et puis, deuxième point, cette prise en charge des MNE, elle interroge d'un point de vue éthique le cloisonnement du système de santé, puisque les patients, ils ont besoin, au-delà d'une prise en charge clinique, d'un accompagnement psychique et social, c'est-à-dire d'une prise en charge globale. Voilà pour cette première partie. Je vais pouvoir donc laisser la parole aux intervenants. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le QR. Merci beaucoup pour cette première partie de résultats ponctués de quelques efforts de tout qui ont voulu passer inaperçus, mais ça n'a pas marché. Je crois que finalement, dans cette première partie, peut-être tu peux enlever le partage d'écran pour qu'on se voit un peu mieux. Je crois que finalement, dans cette première partie, il y a peut-être 3 points ou au moins 2 à discuter. Il y a la complexité d'annoncer un diagnostic présymptomatique ou de découverte fortuite qui soulève des enjeux éthiques que
tu as développées et qui seront reprises lors de la discussion. Et peut-être on peut commencer par la question de l'annonce diagnostique qui est vécue finalement de part et d'autre, professionnels et patients, comme un moment et un moment qui s'épaissit dans le temps, extrêmement violent, dramatique et compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est Docteur Affen, Docteur Magnin, vous voulez intervenir d'emblée sur ce point? Oui, voilà, très bien, parfait. Ou si je passe la parole à des gens plus extérieurs d'emblée, mais c'est Non, mais parfait si vous commencez. moi aussi, j'ai la voix un peu enrouée, comme ça, c'est la thématique. Je trouvais que dans l'étude, on voyait bien une différence de ressenti vraiment entre les médecins, notamment les neurologues, qui étaient plutôt très satisfaits de leurs annonces, qui avaient l'impression de bien faire les choses, et le ressenti des patients qui est souvent très critique autour de cette annonce. Et je crois que ça doit nous poser question pour essayer de faire mieux. Après, je me suis quand même aussi posé la question de savoir si on pouvait bien prendre ce type d'annonce d'une nouvelle aussi mauvaise, et que forcément, c'était probablement difficile de bien digérer tout ça. Et je crois il y a eu, ça a été dit, il y a une difficulté dans le diagnostic parce que souvent les gens, ils ont erré un peu et du coup, ils ont une certaine insatisfaction de ne pas avoir eu tout de suite les réponses à leurs questionnements. Et souvent, ils veulent savoir ce qu'ils ont, le diagnostic, mais ils veulent aussi avoir une prédiction. Ils veulent qu'on arrive à leur prédire le futur, voire même leur dire en combien de temps les choses peuvent se passer, alors que bien souvent, on n'a pas cette boule de cristal qui nous permet de leur répondre. Et je crois que peut-être on devrait, du côté des médecins, savoir apprendre à expliquer aux gens nos limites. Et que contrairement à ce que peut-être en population générale, on pense que les médecins savent tout, beaucoup de choses, et puis cachent peut-être des choses, peut-être qu'au cours de cette annonce, expliquer aussi nos limites, expliquer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire ou pour lesquelles on n'est pas forcément compétent dans l'accompagnement médico-social pur et dur, et réorienter les gens vers d'autres personnes qui peuvent les accompagner. C'était un petit peu ça qui m'avait questionné en écoutant et en lisant tout ça et en voyant les réflexions, c'est cette différence de ressenti. Et puis aussi, on entend un peu la balance entre diagnostic trop tôt, diagnostic trop tard. Et je crois que la tendance un peu là, c'est d'essayer de poser le diagnostic au moment opportun, c'est-à-dire vraiment quand les gens sont en demande, sont prêts à l'avoir, ce diagnostic, et pas faire soit du dépistage à tout le monde qui n'aurait rien demandé, soit de faire tarder les choses parce que voilà, on ne voudrait pas aborder des problématiques trop compliquées en consultation. Donc voilà, c'était pour un peu tout ce que moi, ce travail m'avait évoqué et puis m'avait fait aussi réfléchir sur mes pratiques. Ok, merci beaucoup. Madame Jeunet, vous voulez compléter le propos et puis finalement répondre en même temps à une question qui se pose aussi, c'est comment on peut accompagner la réflexion des patients dans un dilemme autour du diagnostic, quoi, sur ce qui se passe pour eux au moment du diagnostic. On ne vous entend pas, en fait. Quand vous passez votre souris vers le bas de l'écran, il y a un petit, en bas à gauche, désactiver, activer le son. Elle a définitivement le son coupé. Alors, Madame Jeunet, on ne vous entend pas.
Bon, bah, tant pis. En attendant qu'elle trouve la panne, est-ce que docteur Affen ou docteur Bessé, vous voulez compléter le propos? Oui, moi je veux bien. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Ça marche? Oui. Non, je suis bien d'accord, c'est très compliqué le temps de l'annonce, c'est compliqué pour tout le monde. Ça se ressort dans l'étude et ce que vient dire mon collègue neurologue, le professeur Magnin aussi, c'est ce moment qui est très différent et pourtant nécessaire entre les attentes du patient et les attentes du médecin, son devoir d'information, et puis arriver à faire passer un message qui va, de toute façon, d'une maladie grave, plus ou moins incurable, voire incurable. Donc oui, dans le vécu après du patient, on retrouve, mais pratiquement toutes les fois, ce moment de rupture dans leur vie, dans leur parcours de vie. On leur annonce quelque chose qui va vraiment les ébranler. Et même à ce moment-là, souvent d'ailleurs, tout s'arrête. Ils le disent bien, ça s'arrête pour moi, je ne sais plus trop ce que le médecin a pu me dire après. Et puis nous, on continue à donner les informations parce qu'on ne va pas forcément arriver à percevoir le choc émotionnel qui se passe à ce moment-là pour eux et qu'il faudra reprendre. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on nous conseille de faire un post-annonce diagnostic pour avoir ce deuxième temps d'échange avec le patient, reprendre qu'est-ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il a entendu et surtout pas entendu, et qu'il faut reprendre, prendre le temps, répondre aux questions. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent, hein, que souvent ils ont l'impression que ça a été bâclé. Je ne suis pas sûre que ça ait toujours été bâclé. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas su percevoir que le choc était tel qu'il n'y avait plus d'autres mots, que le diagnostic était tombé et on n'entend pas tout ce qui va aller à côté. Voilà, donc c'est un temps très délicat pour tout le monde. Nous aussi, il faut en tant que médecin soignant être en bonne disposition pour faire attention à tout ce qui se passe dans la pièce quand on va annoncer le diagnostic. Euh, Ressentir les émotions aussi, hein. Vous avez des patients qui vont se mettre en colère, pourquoi moi? Il y en a qui vont s'effondrer, pleurer. Enfin voilà, on voit de l'angoisse, il y a beaucoup d'émotions qui se passent à ce moment-là. Et oui, ça laisse une empreinte quelque peu indélébile pour le patient et ses proches. Et moi, je pense que ça conditionne beaucoup ce qui va se passer après dans la confiance qu'on va accorder, dans l'observance, dans l'accompagnement qu'on va pouvoir faire, nous, soignants, de notre côté. Et puis, il y a des moments aussi où ils veulent pas forcément, ils sont pas prêts pour entendre. Et est-ce qu'il faut absolument forcer le passage à ce moment-là? C'est pas sûr. Il faut des fois refaire un deuxième temps, voire un troisième temps, pour arriver à nommer ce qui peut être particulièrement douloureux à entendre ce jour-là, quoi. Monsieur Moreau? Oui, moi, je valide complètement tout ce qui vient d'être dit. Je partage ça de façon très aiguë en plus parce que c'est surtout Donc, nous, on est très confrontés au sujet jeune de la sclérose en plaques. Et je pense que tout ce qui vient d'être dit est très, très logique et très clair. Moi, je dirais que une des choses qui est très frappante, c'est que c'est vrai que l'expérience de l'annonce diagnostique est toujours vécue avec énormément de douleur. Et souvent, c'est vrai que c'est pas forcément vrai, quoi. Donc, donc je crois que le vécu est tel que de toute manière, ça ne peut pas être une situation facile, et que donc c'est de toute manière une mauvaise nouvelle. Et on sait très bien qu'il y a une espèce de sidération aussi. Donc, sitôt le mot, par exemple, quand on emploie le mot sclérose en plaques, on avait montré que les malades entendaient 30 secondes ce qu'on pouvait dire après, tellement ils étaient sidérés par la prononciation du mot. Donc, pour dire combien ça peut être un espèce de tonnerre dans un espèce de ciel clair, si je puis dire, chez des personnes qui sont en totale période de projet d'existence. C'est ça aussi, hein. Ils sont véritablement fauchés dans leur projet. C'est un point qui est très important. Et je rajouterais juste une toute petite remarque, c'est de dire qu'il ne faut pas craindre de donner la vérité, d'employer les bons mots.
contrairement à ce qu'on croit, souvent la vérité est rassurante. Et que donc il faut voilà, faire ça avec un peu de doigté, mais il ne faut pas trop se tortiller sur sa chaise non plus, parce que de temps en temps, on ne rend pas service. Il faut parfois donc oser dire et être clair. Et je terminerai en disant, il faut jongler avec le fait que les malades ont droit à la vérité, mais pas au désespoir. Madame Jeunet, du coup, vous êtes revenue parmi nous. L'association dont je m'occupe, Alzheimer et maladies apparentées, aussi bien les Germaniens que vont pouvoir. D'abord, il y a le malade et il y a l'entourage qui est avec le malade quand il y a une annonce. Et il faut que l'annonce s'adresse aux deux. Pour nos malades de maladies jeunes, de maladies d'Alzheimer jeunes. On en a quelques-uns dans nos connaissances, n'est-ce pas, Sophie ou Éloi, hein? On en a eu, on en a encore. Voilà. Et la compréhension aussi de l'entourage est très importante. Oui. Parce que le malade lui-même, je ne veux pas dire qu'il va oublier, mais c'est encore, ce sont deux choses parallèles et en même temps différentes. Si le malade a un entourage qui ne l'aide pas, ça sert à quoi? Le pauvre, on l'enfonce un peu plus dans sa fin de vie, parce qu'un malade jeune ne tient pas aussi longtemps qu'une personne très âgée, au niveau espérance de vie aussi. Est-ce que... pardon, excusez-moi, je croyais que vous aviez fini. Je pourrais parler jusqu'à demain matin. Est-ce que un de vous peut répondre à la question de comment on peut réfléchir collectivement à l'impact traumatique de l'annonce, de toute façon traumatique, j'allais dire. C'est traumatique, quand même. Est-ce que quelqu'un, docteur Besset? La question que tu poses là est vraiment intéressante parce que l'étude, elle met clairement en lumière, d'une part, le caractère violent de l'annonce, et puis assez rapidement, des tensions éthiques autour de cette question du diagnostic qui sont des tensions, j'ai envie de dire, multiples, Anaïs les a rappelées, mais aussi serrées et sérieuses, quoi. On sent que ce n'est pas des nœuds difficiles à défaire et que ce n'est pas des tensions faciles à résoudre. On sent dans les témoignages et puis peut-être aussi dans la pratique et dans l'expérience que les patients du coup sont résistants et résilients et puis que de leur côté, les professionnels qui expriment un vécu et un ressenti parfois tout aussi douloureux, hein, ils parlent d'appréhension du moment du diagnostic, ils parlent de violence et d'impuissance dans la confrontation aux tensions éthiques, ben finalement les professionnels aussi, ils se mettent dans une forme de résilience par rapport à ces problématiques qui peut-être sont insolubles. Et il me semble que c'est important de considérer que ce qui apparaît là dans l'étude, dans le discours des patients, dans le discours des professionnels, ces différentes difficultés et tensions éthiques, peut-être il faut les considérer comme des chantiers, comme des champs de travail vis-à-vis desquels on n'est peut-être pas totalement impuissant. Et c'est sans doute pas que des mots, que d'inviter à les considérer et les affronter, ces tensions éthiques,
quand bien même on a la conscience qu'elles ne pourront jamais être totalement résolues, totalement annihilées, parfaitement réglées, très probablement le fait de les travailler collectivement, en équipe, autour du patient, puis peut-être même plus largement à l'échelle d'une société, mais en tout cas au niveau des équipes professionnelles, probablement que le fait de les travailler pour essayer dans chaque situation singulière de patient et d'équipe professionnelle d'agir et de construire au plus juste, je pense que ce travail-là peut contribuer à limiter la violence ressentie de part et d'autre et à limiter le sentiment d'impuissance. Et c'est peut-être des prises de recul et des temps de travail qu'on ne prend pas toujours pour des raisons que je ne détaillerai pas, mais que vous devinez. Ok, merci beaucoup de ton intervention qui va un peu élargir le propos plutôt sombre initial, issu des résultats de l'étude et qui amène les uns et les autres à se repositionner ou se re-questionner sur leur pratique et sur leur vécu finalement de part et d'autre. Peut-être on va assumer la frustration numéro 1, de devoir passer au thème numéro 2 sans avoir fait le tour du thème numéro 1. Et peut-être avoir l'occasion au fil du webinaire de pouvoir revenir sur le thème 1 au fur et à mesure des débats qui y suivront. Anaïs, je te laisse la parole pour la présentation du deuxième thème. Merci, je vais essayer de poursuivre sans avoir une nouvelle quinte de tout. Alors, deuxième grande thématique qui est ressortie de l'étude qui concerne donc la préservation des liens sociaux. Et donc, dans un premier temps, en ce qui concerne les activités sociales et professionnelles, puisque les MNE, elles vont engendrer au fur et à mesure de l'avancée dans la maladie une fragilisation de l'autonomie qui va venir expliquer progressivement les situations de vulnérabilité. Et les professionnels interrogés, ils expliquent devoir répondre à deux exigences morales qui semblent au premier plan assez contradictoires. C'est donc tenir compte de la vulnérabilité des patients jeunes, donc des dangers qu'ils courent dans leur vie quotidienne, mais aussi d'essayer de maintenir et de respecter leur autonomie physique, psychique et sociale, sachant qu'ils sont encore actifs en société. Et lors des entretiens, les patients, ils ont mis en avant leur volonté de vivre comme avant, c'est-à-dire le plus normalement possible. Donc, pour eux, le maintien des activités sociales et professionnelles, c'est donc un enjeu primordial. Et une des problématiques les plus récurrentes rencontrées par les professionnels, c'est celle de la conduite automobile. Puisque la conduite automobile, elle représente un outil souvent indispensable dans la vie quotidienne des jeunes adultes, en tout cas pour ceux qui résident en territoire ruraux et notamment périurbains. Ça symbolise la clé de la liberté et ça détermine parfois l'accès à certaines activités sociales, tout ce qui va être les courses, les activités de loisirs et à l'emploi. Et l'évolution de certaines MNE, elle peut altérer, selon les personnes, la capacité et l'aptitude à conduire. De plus, certaines MNE, elles vont entraîner une anosognosie, c'est-à-dire une absence de prise de conscience, ou tout du moins une prise de conscience amoindrie des troubles, ce qui fait que les jeunes patients ne se rendent pas forcément compte de leurs difficultés ou alors ils les sous-estiment. Et puis la deuxième problématique pour les professionnels, c'est celle du maintien de leur activité professionnelle, puisqu'elle détermine une grande part de leur existence en société. Et donc, pour les professionnels, c'est vraiment un défi d'aider à maintenir le plus longtemps possible cette activité, malgré l'aggravation des troubles. D'autres questionnements viennent s'ajouter aux professionnels de santé, notamment au sujet des patients qui ont des enfants en bas âge, puisque beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés d'ordre éthique quand il s'agit de prévenir des dangers que pourraient encourir les enfants d'un parent isolé atteint d'une MNE. Donc attention, ça ne correspond pas à une intention de faire du mal volontairement, mais vraiment à une mise en danger involontaire de l'enfant du fait des symptômes de la maladie. Et donc les neuropsychologues interrogés, ils expliquent être en grande tension
quand ils suspectent une maltraitance infantile involontaire de la part d'un parent isolé, au vu de la sévérité des troubles relevés, ou alors quand ils reçoivent les confidences d'un parent qui ne se sent plus capable d'assumer sa fonction parentale à cause de la maladie. Et puis par ailleurs, cette perte d'autonomie du patient jeune, elle va venir parfois compromettre le maintien au domicile des enfants mineurs, puisque dans ce cas, les professionnels de santé ils vont devoir engager ou anticiper la discussion autour du placement des enfants. Donc une discussion qui s'avère compliquée, hein, d'autant plus lorsque l'espérance de vie du patient n'est que de quelques années. Je vous invite à lire le verbatim qui est mis dans la diapositive. Et puis donc l'anticipation de ces questions, elle est donc primordiale pour les professionnels afin d'essayer de provoquer au fil du temps l'adhésion du patient et ne pas provoquer un placement sous la contrainte. Et puis dernier point dans cette préservation des liens sociaux qui concerne le lieu de vie, puisque bien sûr le domicile, hein, lorsqu'il est possible, c'est le lieu de vie privilégié hein, pour les personnes atteintes de maladies et de handicap. Néanmoins, il existe bien souvent des aménagements. Des aménagements, puisque les changements induits par la maladie vont être compensés par des aides matérielles et par une réorganisation de l'habitat. Toutefois, lorsque le handicap et la dépendance s'installent, le lieu de vie de ces patients jeunes, il va questionner les professionnels qui les accompagnent. Et cette problématique, elle est particulièrement évoquée par les professionnels qui exercent en centre de rééducation fonctionnelle, puisque le retour à domicile des patients qui ont effectué un séjour au sein de ces structures, elle est problématique lorsque ça représente un danger. Et même si ça questionne les professionnels, ils accordent vraiment une primauté à l'intérêt du patient et ils tentent de trouver une solution acceptable avec notamment l'intervention de professionnels de santé à domicile. Malheureusement, lorsque la prise en charge à domicile, elle ne suffit plus, il y a peu de solutions qui existent. Plusieurs orientations sont possibles. Donc en EHPAD, hein, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé, mais la population au sein de ces structures, elle est bien souvent différente, soit par le type de handicap, soit par l'âge. Et en plus, les structures médico-sociales ne sont bien souvent pas adaptées aux jeunes patients qui ont une grande variabilité de présentation clinique de la pathologie. Donc les MNE, elles posent vraiment de redoutables problématiques pour les professionnels et ce, d'autant plus pour des patients qui ont des rôles sociaux à tenir au quotidien avec une place encore bien ancrée en société. Cela donc les conduit sans cesse à se questionner sur les principes qui fondent leurs décisions et à arbitrer entre des valeurs auxquelles ils sont pourtant également attachés. C'est donc la question de comment se positionner quand il s'agit de privilégier la sécurité ou l'autonomie du patient jeune, puisque le défi éthique, c'est alors de parvenir à respecter l'autonomie du patient, c'est-à-dire respecter le choix de la personne tout en préservant sa sécurité. Cela suppose donc d'accepter que cette personne puisse s'exposer à des risques. Et donc, afin de sortir de ce dilemme éthique, les professionnels, ils évoquent souvent l'importance de la discussion en équipe pluridisciplinaire qui leur permet de trouver une solution acceptable pour le patient. Et puis, deuxième grand point, c'est la problématique du lieu de vie qui renvoie à la faible offre de soins et donc qui menace les principes d'équité et de bienfaisance. Il y a donc un enjeu de reconnaissance des besoins spécifiques des patients jeunes afin que le système de santé propose une offre en adéquation. Merci Anaïs pour la présentation claire de ce deuxième thème qui montre encore une fois comment ces patients se retrouvent au cœur de tensions éthiques irrésolvables. Je vais reprendre le terme de Cécile Bessé tout à l'heure, où finalement, prévention de la maltraitance infantile, difficulté à se positionner sur le droit à conduire, à continuer de conduire. Enfin, en fait, pour des patients jeunes, c'est en effet un équilibre à trouver plus qu'un principe à sacrifier plutôt qu'un autre. Est-ce que je peux laisser la parole à Madame Terrade et son équipe pour commenter ce thème sur les liens sociaux et le lieu de vie?
Alors, bonsoir, je vais prendre la parole suggérée par mes deux collègues, hein, j'insiste, je vais donner le go. Alors oui, effectivement, donc nous, on évolue notamment au sein de ce service de prise en charge, une équipe en fait spécialisée maladies neuroévolutives. Il n'a pas beaucoup de recul, hein, c'est un service junior puisqu'il a été fondé, l'ARS nous a fait confiance pour le monter en juin 2019. Toujours est-il que c'est un petit peu ça notre difficulté. Et je fais toujours le parallèle. Sanitaire et secteur médico-social sont deux secteurs de toute façon absolument indissociables. Ça, on l'entend souvent. Alors, c'est vrai que nous, on le vit au quotidien parce qu'on a la chance d'avoir un service d'hospitalisation à domicile à l'étage du dessus, avec lesquels on partage énormément et ce qui nous donne justement ce lien, alors par procuration, je dirais de l'HAD, avec le CHU de Dijon. On a beaucoup travaillé, et merci au professeur Thibaut Moreau, hein, qui nous a fait confiance aussi sur le lancement de ce dispositif. Alors, des patients jeunes, c'est vrai que sur le lancement, on en a eu, on en a eu peu. Je ne vais pas dire qu'il semblerait qu'on en ait de plus en plus, mais avant d'avoir ce webinaire ce soir, justement, mes collaboratrices me partageaient la prise en charge d'une patiente jeune de 29 ans, voilà, touchée par une MNE. La difficulté qui se pose, il y a plusieurs choses. Alors, sans faire écho au sujet précédent, il y a l'annonce, il y a ce patient, ou par répercussion, soit parce que le patient se dit, voilà, je suis dans un carcan médical où je n'ose pas déranger le médecin annonceur ou le médecin spécialiste, plus favorablement son médecin traitant, va nous arriver avec toutes ces questions. Je rejoins complètement les propos et nous les rejoignons, on en parlait tout à l'heure, on en débattait, en ce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut, tous les plateaux techniques entre ville et hôpital. Ce qui nous manque, c'est peut-être cette disponibilité qu'on pourrait parvenir à se donner pour travailler en synthèse, peut-être à échéance régulière, pour pouvoir faire le lien entre ce que nous dépose le patient et puis ce qu'il vous a déposé et comment est-ce qu'il vit justement sa pathologie chez lui une fois qu'il est pris en charge dans le cadre d'une équipe spécifique ou d'un SIAD ou d'un SAD ou peu importe, ou même dans le cadre de répit, ça peut être du structurel de temps en temps. Ce à quoi sont confrontées les collaboratrices, entre autres, vous parliez de la conduite, j'entendais Héloïse nous dire « ça, moi, à mon niveau, c'est tous les jours ». Tous les jours où on est en cas de conscience, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Donc, bien sûr, c'est abordé, mais on suggère, on travaille cette prévention, on explique les bénéfices-risques, on prend attache avec les médecins traitants, et on est tous très au fait pour ça, mais le besoin de liberté, le besoin, notamment chez un patient jeune, d'avancer dans ces perspectives de projet de vie, parce que Dieu merci, ils en ont encore, et qu'on les aide d'ailleurs dans ce sens-là, ne peuvent concevoir un arrêt de la conduite automobile, comme vous le disiez, symbole de liberté. Voilà, et déambulation, quand à des moments, la maladie en tant que telle, justement, les empêche de déambuler, ou en tout cas limite la déambulation. Et puis la deuxième chose, pour en revenir à ce que vous disiez, alors il y avait tout le contexte infantile, pédiatrique, c'est des choses qu'on rencontre, alors on pourrait élargir, mais qu'on rencontre, oui, alors je ne vais pas dire souvent, mais malheureusement régulièrement. J'expliquais, on a à peu près une situation où on intervient sur Dijon et l'agglomération, donc c'est quand même vite circonscrit. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup, une situation minimum par trimestre d'accompagnement que nous faisons, ou en tout cas d'une veille active en suspicion de négligence involontaire ou de maltraitance involontaire d'un patient sur un enfant ou sur des enfants au sein de la cellule familiale qui nécessite un accompagnement et où évidemment on redoute le signalement et qu'il n'est pas question de briser des vies et des projets de vie et encore moins des contextes et des structures familiales. Mais soit parce que la souffrance morale l'emporte, soit parce que la limitation, en tout cas des gestes en tant que tels pour assumer un quotidien, pour faciliter ce quotidien, mène à des dérives qui, quand nous les constatons, quand elles nous sont déposées par un proche, parfois un enfant lors d'une visite à domicile, où c'est très très désarçonnant, ne nous laisse pas d'autre choix, bien évidemment, d'engager le sujet, mais de relier avec un réseau. Donc le réseau, c'est nous, c'est vous, c'est des travailleurs sociaux, c'est très très long de mise en route, c'est très très long aussi, et
ça effraie. Donc, il faut aussi montrer patte blanche. Moi, ce qu'on déplore, c'est souvent l'effet retard du déclenchement d'une mécanique à partir du moment où on a déposé tout ça, où on explique que le but n'est pas de créer la fracture familiale, c'est précisément l'inverse, et que pour que ce soit précisément l'inverse, il faut prendre le temps de ces concertations, il faut prendre le temps des visites à domicile et des temps de synthèse aussi pour acculturer aussi cette personne à comment trouver les biais et comment trouver les alternatives pour que ce microcosme continue de fonctionner de façon à peu près équilibrée. Ça, dans le cadre des MNE, c'est très, très souvent. Là, on parle des enfants, mais dans un contexte conjugal, c'est très prégnant. On en parlait lorsqu'on préparait ce webinaire sur des... C'est très, très souvent, on appelle ça familièrement des conjugopathies, mais le déséquilibre conjugal s'installe souvent, malheureusement, très, très, très rapidement. C'est souvent des familles et des contextes qui explosent. Alors nous, on pourrait dire on n'est pas là pour ça, mais puisqu'on prend en charge aussi ce contexte psychosocial, il y a des gros appels au secours, et c'est là que les formules de répit se mettent en place. C'est pour ça qu'on essaie de libérer, d'accompagner beaucoup l'entourage. Et j'irai au-delà de ce qu'on pratique au niveau du patient, qui est notre focus, bien évidemment. Il y aura non seulement un temps dédié, mais je dirais que le parcours de soins ne se dessine pas qu'autour du patient, mais au moins autant autour de l'entourage pour que le devenir et la pérennité de la prise en charge à domicile puissent s'opérer. Ça, c'est vraiment, c'est pas exceptionnel. Les équipes y sont confrontées tous les jours, effectivement. Merci pour votre éclairage qui finalement appuie sur l'objectif principal qui est de préserver l'autonomie du patient le plus possible dans son lieu de vie, lorsque c'est possible, dans son rôle social, dans son rôle familial, et finalement avec la mobilisation d'un réseau, qu'il soit professionnel et ou associatif, que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance ou de l'aide aux aidants ou du patient lui-même pour l'aider. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir sur ce point-là? Est-ce que... Oui, vous m'entendez? Bien sûr. Oui. Oui. Allez-y. Je voudrais faire deux, trois toutes petites remarques. D'abord, je trouve que le travail d'Anaïs est très intéressant et en plus colle bien la vérité. Moi, j'ai envie de dire, quand les patients expriment en disant il faut que la vie soit comme avant, la plus normale possible, je crois qu'il faut quand même rajouter, même si elle doit être adaptée. Je pense qu'il ne faut pas minimiser aussi le risque de l'imprévisibilité de l'évolution de la maladie. Et c'est d'autant plus qu'à ce moment-là, la vie sera le plus normale possible si on nie pas non plus les symptômes qui peuvent survenir. Donc, il faut encore une fois être souple un petit peu dans nos dires. La deuxième remarque, c'est par rapport au travail. Alors moi, je suis très frappé, et nous, on est très concernés pour des gens qui sont encore une fois entre 25 et 30 ans, donc il y a une méconnaissance en fait des possibilités de maintien au travail, aussi bien par rapport donc aux employeurs, par rapport aux structures administratives. On a fait pas mal de travaux là, avec l'AGFIP récemment. On a été abasourdis qu'il y avait des employeurs, et souvent de grosses boîtes, qui ne connaissaient pas du tout donc, les modalités d'aide donc pour maintenir dans l'emploi les patients. Et ça, je crois que vraiment, il faut qu'on fasse un effort. C'est très pragmatique, mais il n'empêche que je pense qu'avec des choses parfois très simples et donner de l'information, on arrivera donc à maintenir les patients au travail. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est une certitude. Je reviens et je terminerai là-dessus sur les enfants. Donc, on a bien compris la maltraitance infantile et tout. Nous, on est confrontés à deux autres problèmes par rapport aux enfants. C'est parfois aussi des enfants qui ne sont pas forcément très bienveillants envers le parent malade, avec souvent, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, parfois des tensions dans le couple, des difficultés dues à la maladie, au contexte. Mais il arrive fréquemment qu'on ait des adolescents, parfois pas forcément très gentils. Et donc ça, c'est très, très difficile aussi à gérer. C'est souvent l'expression d'une souffrance qui est importante et ça, il faut en tenir compte. Puis l'autre chose, c'est presque un peu en amont, c'est le fait de dire que nous, on est souvent confrontés
aussi au désir de grossesse. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion, alors qui, sur le plan éthique, est très, très importante, de se dire, donc, les jeunes femmes, donc, avec parfois donc, une crainte que leur couple risque d'éclater, peut-elle débuter une grossesse? C'est très fréquemment qu'on nous pose des questions de ce type, parfois même des choses très pragmatiques, mais on est amené à utiliser des médicaments parfois donc contre-indiqués pendant la grossesse, qui sont pas faciles de maniement, et donc parfois donc le jeune couple dit on préfère donc différer ce désir de grossesse pour commencer le traitement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelle accouche. Vous imaginez tout ce que ça peut sous-entendre et la complexité donc de gérer ça, et ça on a souvent beaucoup de difficultés à répondre avec parce que parfois on nous demande parfois des choses très sûres et ce qu'on n'est pas capable de donner. Et donc ça, je trouve que c'est un point vraiment important et très particulier au domaine de la sclérose en plaques. Et puis mon dernier point, j'aime beaucoup la fin, de dire cette espèce de dilemme entre autonomie donc à maintenir au maximum, mais aussi sécurité. Et je trouve très juste de dire qu'on va être confronté à un risque. Il y a un moment où on se dit c'est plus possible que cette personne reste toute seule à la maison, qu'elle s'occupe de ses enfants. C'est extrêmement difficile à juger. Et c'est vraiment je dirais une estimation du risque qu'il faut savoir prendre parfois. Des fois, on a voulu mettre trop en sécurité et c'était une véritable catastrophe. Et inversement, et en sachant qu'en plus, beaucoup de nos patients peuvent avoir des troubles du comportement ou des notes frontales avec une anosognosie de la situation. Mais je trouve que c'est de pouvoir l'exprimer, qu'on est confronté à un risque, je trouve que c'est vraiment essentiel et c'est vraiment tout à fait à quoi on est confronté quotidiennement. Je vous remercie pour votre intervention qui, effectivement, remet le contexte encore une fois, de ces projets d'existence qui sont complètement contrecarrés par la maladie et dans son vécu finalement au quotidien. Peut-être on va passer au dernier thème de la fin de vie. Anaïs, il nous reste 20 minutes pour présenter ce thème-là. Et Madame Genet, vous vouliez intervenir? Oui. Je vais, avec nos amis dont la mémoire est partie en vacances, même très jeunes, pour les familles, il est très important et très difficile, très important de les aider, de les accompagner dans toutes les démarches qu'elles doivent pouvoir faire. Ce sont des maladies qui coûtent très cher à la société peut-être, mais après tout, c'est la société. On est tous concernés, mais les familles directement, comment, tout ce qu'il faut, à quelle porte je peux frapper pour ceci, que ce soit des aides financières, mais surtout humaines. Et ça, nous, au niveau associatif, on essaie de faire du mieux possible, mais c'est aussi un gros sujet. Je pense que Sophie et Éloi, ils ne vont pas dire le contraire. Hein? C'est un défi, si j'entends. C'est un défi. Voilà. En tout cas, merci pour votre synthèse. C'est un autre volet, ouais. Mais qui doit être aussi pris en compte. L'éthique, c'est l'humain. Et l'humain dans l'ensemble de la famille aussi. Je vous remercie, Madame, de conclure en beauté cette thématique. Anaïs, je te repasse la parole. Et donc, dernier grosse thématique donc, de résultats qui va concerner plus particulièrement donc, la fin de vie, puisque la fin de vie des patients jeunes atteints de MNE, elle est souvent difficile à prévoir par les professionnels de santé en raison de l'évolution possiblement rapide et dégradante de leur état de santé, qui associe généralement une diminution des performances motrices et cognitives avec une modification de la personnalité et de l'identité pour certaines pathologies. C'est pourquoi il convient vraiment d'anticiper la réflexion autour des conditions qui entourent cette fin de vie. Excusez-moi, qui entourent donc cette fin de vie, notamment les volontés du patient,
ses décisions sur des options thérapeutiques avant l'atteinte de trop. Donc, ça peut être des questions sur quels sont les souhaits du patient quant à la possibilité de sédation et dans quelles circonstances, jusqu'où aller dans les soins de réanimation en cas d'insuffisance respiratoire, dans quelles circonstances arrêter les traitements que l'on a mis en place. Cependant, en fait, ce qui est ressorti des entretiens, c'est qu'il s'avère compliqué pour les professionnels de trouver le bon moment, la façon d'aborder la question difficile de la fin de vie avec des patients jeunes qui ne souhaitent généralement pas se projeter dans un avenir incertain et surtout aussi qui met en avant la guérison impossible. Ce qui fait que quand les patients jeunes en fin de vie donc n'ont généralement pas anticipé leur réflexion, lorsqu'ils sont pris en charge en unité de soins palliatifs, et cette absence d'anticipation, elle va mettre en difficulté les professionnels de ces unités qui se retrouvent à gérer la fin de vie de patients qui ne peuvent plus décider pour eux-mêmes. La difficulté qui vient se poser pour les professionnels, elle touche notamment à l'obtention du consentement éclairé par le patient au préalable de tout acte médical, car les troubles cognitifs et les pertes provoquées par certaines maladies neuroévolutives, elles vont venir altérer le jugement des personnes malades. Donc, il revient donc aux professionnels qui exercent auprès de ces patients de mettre en place un espace d'information adapté aux troubles observés, mais aussi d'évaluer la capacité à opérer un choix qui est rendu mouvant et changeant par la pathologie neuroévolutive. Et donc, les enjeux éthiques à propos de la fin de vie des patients jeunes, ces enjeux vont s'articuler autour de 2 axes. Le premier axe, c'est vraiment accompagner le patient dans son cheminement et notamment dans la rédaction de directives anticipées qui sont inscrites dans la loi du 22 avril 2005, donc la loi Leonetti, afin de respecter ses volontés lorsqu'il ne sera plus en mesure d'exprimer ses décisions, et ce qui va permettre de respecter son autonomie. Et puis, il est également fondamental aussi de l'inviter à nommer une personne de confiance pour représenter ses choix lorsqu'il sera plus capable de les exprimer. Et puis, le deuxième point, c'est de veiller à ce que le patient soit en capacité d'opérer un choix et s'assurer que ce choix aussi corresponde bien à ce qu'il est censé choisir malgré les pertes engendrées par la maladie neuroévolutive. C'est donc toute la question du consentement libre et éclairé, puisque le professionnel de santé est toujours dans l'injonction paradoxale entre respecter l'autonomie du patient jeune et éviter sa mise en danger. Merci beaucoup pour cette synthèse sur finalement une partie de vie qui est baptisée la fin de vie et qui est dans certaines des pathologies évoquées, l'évolution inéluctable de la maladie qui y conduit. Alors, pour répondre d'emblée aux inquiétudes de certains, ça ne concerne pas toutes les maladies, les MNE du patient jeune, mais pour certaines maladies, SLA, Alzheimer, Parkinson, c'est une réalité quotidienne, en tout cas, qui arrive à un moment, qui devient quotidienne pour un certain nombre de ces patients. On a encore une fois, finalement, la question du principe d'autonomie qui est mise en exergue avec toujours, quand on parle fin de vie et autonomie, on pense assez rapidement à tous les souhaits du patient pour sa fin de vie et tout ce qu'il peut anticiper. Avec la mise en évidence finalement d'un possible décalage entre l'idée qu'on peut se faire de l'évolution de cette maladie et ce qu'elle fait subir aux patients dans sa vie quotidienne. Alors je crois que c'est le moment de faire intervenir, même si je vais habilement
commencer par ça, mais c'est le moment de faire intervenir le médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs pour que finalement elle nous éclaire sur la question toujours qui vient pour tout le monde tout le temps, c'est la question du bon moment pour en parler, de comment on fait et quand on récupère ces fameux souhaits qu'on va appeler plus formellement directives anticipées. Et finalement, si on peut élargir sur quel est votre rôle dans cette histoire, Docteur Bessé, je vous donne la parole. Ah, merci beaucoup. J'y passerai bien la nuit à discuter de ça avec vous, avec les professionnels qui interviennent et puis avec peut-être les participants qui auraient sans doute beaucoup de choses à dire. Puis c'est vrai que c'est l'interaction qui est toujours intéressant là-dessus. Maintenant, si je dois être frustrée et être courte, je dirais que l'étude montre bien que concernant le thème de la fin de vie, les tensions éthiques qui sont observées sont finalement les mêmes que celles qui sont évoquées, avec un angle parfois à peine différent, mais qui sont évoquées bien en amont de ce qu'on a tendance à considérer comme la fin de vie, parce que peut-être faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on met sous ce terme, mais bref. En tout cas, je pense que on comprend bien toutes les raisons évoquées par les professionnels pour expliquer pourquoi il est difficile de travailler avec le patient, avec ses proches, autour de ces thématiques-là, plus marquées par la couleur de la fin de vie. Et néanmoins, je dirais que toutes ces tensions éthiques observées, toutes les difficultés évoquées par les professionnels, également les mots des patients, sont une invitation à intégrer ces questionnements-là le plus tôt possible dans la prise en charge des patients. Et j'ai envie de dire d'essayer de le faire tranquillement, sans favoriser le fait que ce soit des sujets tabous, sans annihiler toute forme d'espoir, hein, comme l'appelait de ses voeux le professeur Moreau tout à l'heure. Je pense sincèrement qu'on peut aborder ces thématiques-là très en amont de la situation terminale ou de la situation très grave et évolutive, de manière relativement tranquille. Hein, là aussi, je ne suis pas idéaliste romantique et je ne dis pas que ça ne génère pas de douleur ou de difficulté, mais je pense sincèrement que c'est possible. Et pour le coup, je suis très respectueuse de l'expression des professionnels qui disent « c'est difficile, c'est compliqué » et je ne doute pas de cela. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire user des équipes mobiles de soins palliatifs qui ont été créées pour cela, pour venir à votre rencontre, travailler les questions éthiques, particulièrement serrées et tendues, comme je le disais tout à l'heure, que vous pouvez rencontrer dans ce domaine particulier de la neurologie et des maladies neuroévolutives, quoi. Je pense que trouver un peu de temps pour s'arrêter de temps en temps sur ces questions-là, c'est probablement dénouer quelque chose de toutes ces tensions dans l'intérêt du patient, mais aussi dans l'intérêt des professionnels qui sont quand même régulièrement en grande résilience par rapport à ce qu'ils ont à vivre au quotidien. Merci. Merci Cécile. La réponse est le plus tôt possible. J'espère que vous avez... Non, les équipes mobiles de soins palliatifs sont habituées à avoir cette question du quand intervenir et du bon moment pour intervenir. Et la réponse est depuis des années identique. Néanmoins, ce qui est dit très fort aussi, c'est la question, mais qu'on retrouve dans les thèmes précédents, la question des ressources qui peuvent exister pour aider les professionnels et les patients et les aidants en première ligne à chaque étape
du parcours de cette maladie, dans cette maladie, pour favoriser finalement le respect de l'autonomie du patient. Docteur, oui, Éloi, peut-être. Oui, et on voit en fait, c'est un peu dans le prolongement aussi de l'annonce diagnostique. Il y a l'annonce diagnostique, il y a l'annonce aussi des différents stades. Du coup, en fait, cette annonce diagnostique, elle se fait tout au long du suivi parce qu'on va annoncer des nouveaux stades, des nouveaux symptômes, des explications, des évolutions possibles futures. Et au fur et à mesure, on va essayer de toujours avoir un coup d'avance pour prévoir un peu voilà, la suite, l'avenir et si les choses se passaient mal. Et du coup, c'est effectivement, il faut commencer tôt et il faut essayer de recueillir les avis, mais aussi faire un petit peu de l'impressionnisme, c'est-à-dire recorriger, réévaluer. Alors, c'est déjà compliqué de recueillir les directives anticipées, mais il faut aussi se dire que parfois, les gens, ils ont aussi le droit de changer d'avis. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui, d'emblée, dès l'annonce diagnostique, parlaient d'envie d'un suicide assisté ou des choses comme ça. Et puis, c'est des gens qui, au cours du cheminement, ont finalement pas poursuivi dans leur démarche, ne sont pas allés ailleurs en Suisse parce qu'ils ont aussi eu à digérer ces temps d'annonce et de considérer que ces directives anticipées, elles sont complexes à recueillir, mais elles ne sont pas gravées dans le marbre. Je crois que c'est toujours quand même intéressant de garder ça en tête, même si c'est déjà bien de les avoir, c'est rare qu'on les ait, mais que parfois, il faut aussi les re-questionner. Merci, Éloi. Je répondais en même temps à des questions du chat. Madame Genet, vous vouliez intervenir aussi? Ah non, je croyais. Pardon. Docteur Afan? Oui, alors dans les maladies neuroévolutives, c'est vrai que le recueil des directives anticipées, c'est un large sujet et débat pour nous. Ça a été dit tout à l'heure, c'est quand le faire, qui le fait, parce que tout le monde n'est pas à l'aise, c'est ce qui vient d'être dit pour le faire, et je pense que c'est ça qui pose souci pour comment on s'y prend, comment on aborde cette problématique. On vient d'annoncer une maladie incurable, c'est pas non plus très facile d'aller sur cette thématique de fin de vie. Surtout qu'on essaye de valoriser plutôt tout ce qui fonctionne. Donc, les patients n'ont pas envie de trop entendre au début, en tous les cas, les pertes qu'ils vont avoir à traverser. Donc ça, c'est à nous de les accompagner sur ce cheminement-là. Et puis, je suis assez d'accord que plus on va faire simplement les choses, d'aborder les différentes problématiques qu'ils vont être amenés à rencontrer, plus finalement, ils vont pouvoir exprimer aussi leurs peurs, leurs inquiétudes. Et sur ce que disait Éloi tout à l'heure, sur des personnes qui vont verbaliser l'envie du suicide assisté, même si ça va être un débat qui va pas tarder qui est en cours d'ailleurs de réflexion, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui se passe pour eux derrière, en fait. Pourquoi finalement d'emblée ils nous mettent ça devant, nous dire j'ai peur, et je préfère le suicide assisté que d'avoir à traverser tout ce que je vais avoir à traverser. Alors après, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a même moi qui ont déjà pu me mettre en tension aussi, hein, des patients qui ont eu, quand c'est génétique, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du diagnostic présymptomatique, mais c'est vrai que ces patients qui sont porteurs d'une mutation, qui vont exprimer une maladie génétique neurodégénérative, du coup, et qui ont vraiment la représentation de ce qui les attend, parce qu'ils ont eu leurs parents, un frère, enfin quelqu'un de leur famille, un grand-parent décédé de la même maladie. Donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup de peur, et il y a un énorme travail à faire autour du recueil le plus vite possible de leurs directives anticipées, aussi avant qu'ils aient trop de troubles cognitifs, parce que là, le consentement libre et éclairé, il devient particulièrement difficile à obtenir. Donc, il faut se baser sur leur représentation, leur vécu, sur la personne qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils aimaient,
et ce qu'ils n'aimaient pas. Donc, ça nous aide aussi, nous, à trancher sur qu'est-ce qu'ils auraient voulu ou pas dans l'accompagnement après. En tout cas, tant qu'ils sont en capacité d'exprimer quelque chose, il faut absolument prendre le temps de recueillir tout ce qu'ils ont à dire. C'est pas quand ils seront plus en capacité de le faire qu'il faudra le faire. C'est aussi, on réfléchit beaucoup à ça, à essayer d'associer le médecin traitant aussi le plus possible dans cette participation au recueil des directives anticipées, parce que souvent ils connaissent les patients depuis longtemps, même avant. Alors voilà, du coup, il y a plein de problématiques différentes en fonction de quelle maladie c'est, à quel âge ça survient, et on voit bien que vu que le parcours de vie est complètement modifié, plus vite et plus tôt on va pouvoir recueillir ces directives anticipées et sur ce choix de vie que le patient aimerait pour lui-même dans le futur, mieux se fera l'accompagnement pour la fin de vie aussi, voilà, à toutes les étapes du coup. Je ne sais pas si je suis claire. Si, bien sûr. Toujours un enjeu central, faire respecter les choix, les souhaits du patient avec un équilibre à trouver entre finalement l'information, l'espoir, son pendant, le désespoir qu'il faut chercher à accompagner lorsqu'il est présent. Et puis, un enjeu majeur finalement d'accès à une information juste, dans une temporalité juste, pour le patient, pour ses proches, pour les enfants et les personnes qui vont l'entourer à ce moment-là. Que ce soit finalement au moment de l'annonce, au moment de vécu, de quotidien de la maladie ou en fin de vie, lorsque la dégradation se fait nette et qu'elle préfigure ou qu'elle augure la période de la fin de vie. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les personnes qui sont plus en capacité d'exprimer, quand il n'y a pas de directive anticipée, là, c'est notre responsabilité médicale d'échanger entre nous dans les cas des procédures collégiales aussi, jusqu'où on accompagne la fin de vie et d'où les interactions avec nos collègues de soins palliatifs qu'on sollicite tout le temps, nous entre neurologues, psychiatres, mais aussi toutes les neuropsychologues, orthophonistes, enfin toutes les personnes, les équipes de soins à domicile aussi, qui connaissent bien le patient pour essayer de prendre la meilleure décision dans l'intérêt du patient, surtout dans ces questions de fin de vie, quoi. Oui, c'est ce que tu mets en évidence avec cette dernière précision, c'est finalement la question de la pluridisciplinarité des ressources qui peuvent aider le patient, les décisions lorsque le patient n'est plus en état de s'exprimer pour lui-même, mais aussi le patient tout au long de sa maladie et de son parcours de vie, quoi. Et décharger les familles de ce type de décisions à prendre quand ils peuvent se sentir, quand ils ont accompagné quelqu'un pendant des années dans une maladie dégénérative difficile, ils ont besoin aussi des fois d'être déchargés de certains questionnements et on leur explique bien que ce sera une décision pluridisciplinaire réfléchie qu'on leur présentera en ayant bien recueilli leur avis, en les impliquant aussi dans le débat, sans que la décision leur revienne. Tout à fait. Bon, je crois qu'on va devoir conclure ce soir ce webinaire. C'est chiant, il y a un écho là. On va devoir conclure. Vous m'entendez? Oui? Ok. On va devoir conclure pour ce soir ce webinaire. On avait annoncé la frustration, alors c'est un peu plus simple. Pour ceux qui ont des activités après, ils sont peut-être contents de pouvoir tenir le timing et y aller. Et puis finalement, je voulais souligner finalement les propos du docteur Bélier tout au début de l'intervention où un des enjeux majeurs, c'était de pouvoir rester acteur de son parcours de vie, respecter l'autonomie du patient
de ses proches, des aidants, avec bien sûr des difficultés en termes d'anticipation parfois, de décisions médicales souvent, de décisions partagées toujours. Et puis, je crois qu'il y a un enjeu majeur à pouvoir utiliser les ressources existantes et développer de nouvelles prises en charge pour ces patients qui, si j'ai bien compris, sont 5500 en Franche-Comté. Donc, pas rien de mon point de vue pédiatrique, assez concerné par la rareté des situations de maladies graves. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions ce soir. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à la fin pour les participants. Avec l'accord des intervenants de ce soir, nous pourrons diffuser ce replay sur Internet, sur le site de l'Espace Éthique. Et puis, nous allons également profiter des quelques questions qui sont apparues au cours du webinaire pour les faire remonter au Comité consultatif national d'éthique dans le cadre de sa mission relative au débat actuel sur la fin de vie. Donc, je vous remercie à tous pour votre implication, et votre attention et votre intérêt à participer à cet événement d'Espace Éthique. Et puis, à bientôt pour de futurs événements.